Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. On espère que vous nous entendez bien. Vous pouvez nous dire d'ailleurs dans les commentaires, dans le chat, si le son est bon et si vous voyez bien l'écran aussi de projection. Merci beaucoup Jacqueline, merci pour le retour. C'est parfait, super, merci Manon. Bonjour à tous, bienvenue à tous. Je vous vois vous connecter au fur et à mesure. Super. On va se donner quelques instants pour laisser à chacun le temps justement de se connecter. Merci à tous d'être présents. Nos intervenants sont justement en train aussi de se préparer. Le temps que tout le monde arrive, je vous propose justement aussi pour lancer le chat, que vous puissiez nous dire en commentaire aussi comment est-ce que vous avez eu connaissance de cet événement? Est-ce que c'est, via LinkedIn? Est-ce que c'est via la newsletter ou encore un autre canal? C'est là aussi le moment de tester le chat. Dites-nous comment vous avez, eu connaissance de cet événement. Et LinkedIn, très bien. Merci. Déjà, le chat commence bien, on démarre bien la session. Pour tenir le timing et pour faire venir aussi ceux qui ne sont pas encore connectés, je vais me présenter. Je suis Virginie Gallio et je suis responsable communication pour l'écosystème Majorel. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette session dédiée à l'optimisation de la gestion des congés payés. Nous allons avoir 1 heure ensemble pour comprendre et appliquer les nouvelles règles 2024 grâce aux interventions croisées donc de Martial Tauvron, qui est consultant RH et que vous voyez normalement avec la caméra, consultant RH pour Majorel RH, et Antonin Descamps, qui est avocat en droit du travail pour Majorel Avocat et que vous voyez également connecté. Et en coulisses, nous avons également Mathilde. Merci beaucoup Mathilde pour ton aide. Alors, je vois que vous avez bien répondu pour le chat. Ah, il y a plusieurs personnes qui connaissent déjà Martial ou Sébastien. Très bien. Alors, avant d'écouter nos experts, je vais vous présenter en quelques mots l'écosystème Majorel et son histoire. Vous l'avez compris, avec l'angle qui est choisi pour ce webinaire, Majorel, c'est la rencontre du droit social et de la gestion RH au service de la performance de l'entreprise. Majorel, c'est né de cette volonté de ne pas vous laisser seul à choisir entre ce que vous voulez faire et ce que vous avez le droit de faire. Je vous ai parlé rapidement de Majorel Avocat, Majorel RH. Majorel Avocat, c'est la structure historique, c'est le cabinet d'avocats experts en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, qui est emmené par 2 associés fondateurs, Jean-Charles Morisseau et Olivier Motte, qui sont tous 2 avocats et qui se sont ensuite associés à un ancien DRH, Sébastien Giraud, pour aller encore plus loin dans l'accompagnement des entreprises. Ensemble, ils ont créé Majorel RH, qui est un cabinet de conseil en stratégie et performance RH. Donc, ce sont ces 2 activités qui sont représentées aujourd'hui avec cet événement, avec Antonin et Martial. Mais comme l'écosystème Majorel s'est étoffé au fil des années, c'est aujourd'hui 4 activités complémentaires au service du capital humain. La 3e activité est Majorel Mobility, qui a été créée pour répondre aux besoins en matière d'immigration professionnelle, de mobilité internationale. Elle a été créée avec Clarisse Delettre, qui est également avocate. Et enfin, pour boucler la boucle, depuis cette année, le tout dernier né de l'écosystème est Majorel Talent, qui est un cabinet de recrutement dédié aux professionnels des ressources humaines et dirigé par Mathilde Goron. Alors, si je dois résumer, Majorel, ce sont 4 activités complémentaires au service du capital humain pour adresser l'intégralité des besoins RH des organisations avec le droit social,
le conseil métier RH, la mobilité internationale et enfin le recrutement de cadres en ressources humaines avec des équipes qui peuvent être sollicitées soit seules, soit en synergie. Vous en savez maintenant plus sur Majorel. Pour revenir à notre sujet sur les congés payés, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Nous allons démarrer avec une présentation de nos 2 experts qui va durer environ 40 minutes avec, plusieurs exemples très concrets qui viendront illustrer le propos et qui sera ensuite suivie d'une session de questions-réponses de 15-20 minutes. Donc pour poser vos questions au fur et à mesure de la présentation, je vous invite à utiliser le chat et Martial et Antonin feront leur maximum pour répondre à vos questions à la fin de la session. Pensez donc à contextualiser vos questions autant que possible, comme ça ce sera plus facile d'y répondre de façon fine. D'un point de vue très pratique, le webinaire sera disponible en replay. Nous vous l'enverrons en fin de session. Je pense vous avoir tout dit. Il me reste à vous souhaiter un très bon webinaire. Antonin et Martial, c'est à vous. Bonjour à tous, nous sommes, ravis d'animer donc ce webinaire qui porte sur les nouvelles règles, applicables, en matière de congés payés, telles qu'elles sont issues donc de la loi du 22 avril dernier, qui adapte le droit français au droit de l'Union européenne, lequel, garantit, que chaque salarié puisse, disposer de 4 semaines de congés payés effectives par an. Alors, Virginie a commencé à le dire, ce qu'on vous propose, c'est de vous exposer, le plus simplement et le plus concrètement ces nouvelles règles. Donc on s'attachera plutôt à vous présenter le fond, plutôt que de revenir sur toutes les considérations juridiques. Il y en a beaucoup qui ont conduit, à leur mise en place, compte tenu des délais qui nous sont impartis. Bonjour à tous. C'est un sujet, le sujet des congés payés, qui est très sensible, puisque pas toujours bien compris dans son mode de fonctionnement par tous les collaborateurs. Et c'est un sujet hyper pratique, puisqu'effectivement, il touche le quotidien de chacun. Clairement, les modifications qui vont nous être présentées après par Antonin ont des enjeux financiers importants. On verra dans les différents cas qu'on va rencontrer, mais potentiellement, il peut y avoir des cas assez complexes à gérer. Et donc ça, c'est une nouveauté qu'il va falloir intégrer. Et puis le sujet des congés payés, c'est un thème qui est très transverse, puisqu'effectivement, il fait intervenir plusieurs acteurs dans l'entreprise. Évidemment, les services RH, les services paye, qui vont devoir, au regard de ces nouvelles règles, modifier quelques façons de faire et puis essayer d'intégrer tout cela le mieux possible. Mais évidemment, le management, les collaborateurs aussi, qui vont être impactés par ces règles-là, pour que tout le monde puisse bien les comprendre et voir comment agir au mieux par rapport à cela. Comme l'a dit Martial, il y a une population, très très diverse dans l'entreprise qui va être concernée par ça et ça se traduit d'ailleurs, par les personnes qui se sont inscrites. C'est-à-dire qu'on va on va du RH, au gestionnaire de paye, au comptable et voire au juriste ou même, au DAF population, très très diverse. Donc ce qu'on vous propose, c'est tout d'abord de faire un petit rappel sur le fonctionnement général des congés payés. Qui recouvre en fait, en réalité, 3 grands aspects. Le premier, c'est que parce que le salarié travaille, il acquiert des congés payés. Donc on se focalise ici sur, l'acquisition, la période d'acquisition qui est en principe, du 1er juin d'une année N au 31 mai de l'année N+1. Mais, beaucoup d'entreprises pour simplifier, c'est-à-dire c'est ce qu'on fera dans le cadre de nos exemples, se sont adaptés en se plaçant sur l'année civile. C'est-à-dire que la période d'acquisition intervient du 1er janvier au 31 décembre. Le deuxième aspect, c'est que parce qu'il acquiert des congés payés, parce qu'il les a acquis, le salarié va pouvoir en disposer et a même l'obligation de les prendre. C'est ce qu'on appelle la période de prise des congés payés. Cette période, c'est à l'employeur de la définir. Elle doit intégrer à minima la période du 1er mai au 31 octobre, même si dans les faits, ce qu'on observe, c'est que quasiment dans toutes les entreprises, heu, il existe une tolérance pour que les congés puissent être pris sur l'intégralité de l'année. Donc c'est-à-dire que si on est sur l'année civile, généralement les salariés ont du 1er janvier au 31 décembre pour prendre leurs congés. Et enfin, le 3e aspect, c'est que parce qu'il apprend des congés qu'il a acquis, le salarié a le droit à une indemnité. Cette indemnité vient compenser, le son inactivité, pendant cette période, son repos et donc c'est l'aspect
plutôt pécuniaire avec donc le calcul de l'indemnité de congé payé. Désormais, ça fera office de plan, donc la maladie, elle est prise en compte sur chacun de ces 3 aspects. Tout d'abord, concernant l'acquisition des congés payés, c'est ce dont on a le plus entendu parler, c'est-à-dire qu'effectivement, désormais, les salariés acquièrent des congés payés, y compris pendant tous leurs arrêts maladie, quelle que soit leur origine. Deuxième aspect, c'est que concernant la prise des congés payés, c'est que désormais est mis en place un système de report parce que effectivement la maladie peut empêcher le salarié de prendre ses congés. Et enfin, concernant l'indemnisation, alors en réalité, elle recouvre 2 aspects. C'est, d'une part, il y a eu une adaptation du calcul de l'indemnité de congés payés qui a été fait par rapport, à due proportion du nombre de congés acquis. Heu, on reviendra pas trop sur cet aspect-là parce qu'il n'apporte pas de réelles difficultés techniques. On se concentrera plutôt sur, la rétroactivité des règles, parce que, compte tenu du fait que c'était une adaptation au droit de l'Union européenne, les règles s'appliquent de manière rétroactive au 1er décembre 2009. Si l'on démarre, si on démarre sur le sujet de l'acquisition des congés, pendant la maladie, bref rappel encore une fois, auparavant la situation était la suivante: le salarié ne pouvait acquérir des congés que en cas d'arrêt d'origine professionnelle, donc les accidents de travail, les maladies professionnelles et les accidents de trajet, lesquels étaient pris en compte pour acquérir des congés que dans la limite d'1 an. Au-delà, le salarié ne pouvait plus acquérir de congés payés. La maladie classique, quant à elle, ne permettait pas d'acquérir de congés, sauf dispositions conventionnelles contraires. Donc, certaines conventions collectives assimilaient déjà les périodes de maladie à du travail effectif pour l'acquisition de congés payés. Désormais, tous les arrêts, quelle que soit leur origine, professionnelle ou non, permettent d'acquérir des congés payés. C'est ce qu'on appelle, enfin juridiquement, ça se traduit par une assimilation à du temps de travail effectif. Alors concrètement, vous connaissez bien ces règles-là. Le principe, c'est qu'on acquiert, 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. L'exception, c'est que du coup, désormais, lors d'un arrêt maladie, on aura 2 jours ouvrables par mois. On a mis une petite traduction parce qu'elle est très utilisée dans beaucoup d'entreprises. Soit on gère les congés de manière ouvrable, soit on les gère de manière ouvrée. C'était juste pour qu'on se parle, des bons chiffres et qu'on ait, une notion de ce que ça pouvait représenter. Alors dès qu'on se parle en jours ouvrés, évidemment, on commence à rentrer dans des virgules et puis des arrondis. Donc l'idée n'est pas d'avoir un débat sur est-ce que c'est un 66, un 67 par mois, c'est à peu près autour de ça. Mais en tout cas, c'est de dire que c'est assez conséquent puisqu'auparavant, effectivement, c'était 0. Donc en fait, ça va avoir un impact certain sur le calcul du nombre de jours. Et on voulait vous partager sur la partie acquisition un petit tableau assez simple mais révélateur d'un premier point. Auparavant, quand on était en arrêt maladie, on n'accumulait pas de congés payés. Ce qui était quand même acquis, c'est qu'avec le système des arrondis, en général, en dessous de 5-7 jours d'arrêt maladie par an, on savait très bien qu'il n'y avait pas d'impact sur le nombre de jours d'arrêt de congés payés sur l'année. Et d'ailleurs, on le voit pour qu'il y ait des impacts concrets, soit c'était au-delà de 10 jours, voilà, on avait une journée de moins. Dorénavant, ça va être beaucoup plus important. C'est-à-dire que pour avoir, si on n'arrondit pas 0,5 jours de CP en moins sur l'année, il faudra que le collaborateur soit en arrêt, de manière cumulée ou non, 21 jours ouvrés, c'est-à-dire l'équivalent d'un mois de travail ouvré. En général, on considère que 21 jours, c'est un mois de travail ouvré sur l'année, ce qui est hyper conséquent. Ce qui veut dire que, en fait, en dessous de 21 jours, on va pouvoir les comptabiliser, ces arrêts-là, mais concrètement, au bout du bout, en fait, ça aura peu d'impact sur le nombre de CP. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est un premier point favorable pour les collaborateurs, un peu moins pour la partie employeur et sur lequel il faudra pouvoir être vigilant. En revanche, ça simplifie un peu la gestion sur les petits arrêts courts, puisqu'effectivement, et on en parlera après, c'est un sujet, qu'est-ce qu'on fait de ces arrêts de 3-4 jours, plusieurs fois dans l'année? En tout cas, ils permettent, s'ils sont cumulés, de faire réduire un peu le nombre de CP, mais assez légèrement. Nous,
Là-dessus, ce qu'on préconise, surtout, c'est de conserver votre mode de fonctionnement et de calcul actuel avec les outils que vous avez. L'idée, c'est pas de tout révolutionner, c'est simplement d'intégrer que au lieu d'avoir 0, ce sera 2, et si vous étiez en ouvré, bah, ce sera plutôt autour d'un 67 par mois. Mais encore une fois, attention, le nombre de jours d'arrêt maladie va clairement venir impacter très à la marge le nombre de CP sur l'année. Concernant le second aspect, donc celui de la prise des congés payés et plus précisément du report, il faut rappeler que le principe n'a pas changé, c'est-à-dire que, le salarié doit prendre, c'est un principe d'annualité, c'est-à-dire que le salarié a une période d'1 an pour prendre ses congés, ses congés payés. Ça s'explique tout simplement parce que, ce que sont les congés payés, finalement, c'est le droit et même, l'obligation du salarié, d'avoir du repos, qui s'impose d'ailleurs, à l'employeur qui doit permettre à son salarié, de prendre ses congés, mais également au salarié. Pour le salarié, d'une part, en fait, il n'aura pas le droit de travailler, quelle que soit la forme, pendant ses congés et l'autre aspect, c'est-à-dire que si lui, volontairement ne prend pas ses congés, théoriquement, il les perd. Donc le principe, c'est bien et ça reste même, c'est celui de l'annualité des congés payés. Néanmoins, il existe déjà dans les faits le mécanisme de report n'est pas nouveau, il existe déjà. On a des reports légaux et c'est notamment le cas, par exemple, pour le congé maternité qui permet lorsque la femme, est en congé maternité, elle bénéficie d'un report sur la période suivante pour prendre les congés payés qu'elle n'a pas pu prendre. Il existe également des mécanismes de report conventionnels, c'est-à-dire que certaines conventions collectives ou même certains accords notamment de durée du travail, permettent, le mécanisme de report des congés payés qui n'ont pas été pris sur l'année. Et le troisième aspect, c'est que dans les faits, on remarque qu'il y avait beaucoup d'usage dans les entreprises et de tolérance, sur le fait que les salariés puissent prendre leurs congés un peu au-delà, de la période, qui de prise des congés payés. Ouais, effectivement, sur ce sujet-là, on pourra pas rentrer dans le détail, et c'est un peu l'enjeu de cette présentation, puisque vous l'avez compris, tout est très lié au fonctionnement interne de chacune des entreprises. Là, typiquement, sur les usages et les tolérances, il est acquis que dans certaines entreprises, on puisse se dire, mais sans que ce soit forcément cadré par euh, euh, un accord, que ce soit forcément cadré par une décision de l'employeur, bah, écoute, tu as été en arrêt sur toute une partie de l'année, bon, bah, en fait, tu as la possibilité de reporter une partie de tes congés jusqu'à telle date. En tout cas, il y avait pas mal de mécanismes qui étaient mis en place de cette manière-là. L'idée, c'est de garder du bon sens là-dessus, parce que c'est clairement c'est comme ça qu'il faut que les choses soient perçues et soient vues. En revanche, les nouvelles règles entérinent qu'il y a quand même un délai de 15 mois pour les prendre. Donc, potentiellement, ça le rallonge par rapport à ce qui pouvait être fait de manière assez concrète. En revanche, c'est ce qu'on évoquera un peu plus tard, ça ne veut pas dire qu'il faut changer les méthodologies de pose et les pratiques on pose les congés les plus anciens, par exemple. Ça permettra aussi de limiter les effets. Donc, on l'a vu, la maladie est prise en compte et désormais lorsqu'elle rend impossible, la prise du congé payé, la prise des congés payés, le salarié bénéficie d'un droit au report. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, tout d'abord, c'est que c'est pas automatique. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai été malade que je suis, in fine empêché de prendre mes congés payés sur, le temps qui m'est imparti encore pour les prendre et dans les faits, on reviendra à travers des exemples. Ça vise 2 cas généraux. C'est un, lorsque le salarié est absent sur toute la période, donc mécaniquement, il ne peut pas prendre ses congés et le second aspect, c'est lorsque le salarié est en arrêt maladie à la fin de la période de prise où il pouvait lui rester un certain nombre de congés à poser qu'il n'a pas pu prendre du fait de cette maladie. Concernant donc le report, ce report est de 15 mois comme, Martial, l'a dit, et la difficulté et c'est un petit paradoxe et même un point de confusion, c'est que on l'a vu, il y a d'un côté l'acquisition et de l'autre la prise. Ici, quand on parle de report, on parle de prise. Sauf que, pour savoir quel est le point de départ de ce report, on va regarder si la maladie a porté sur tout ou partie, sur l'intégralité de la période d'acquisition ou non. C'est-à-dire que pour savoir si il y a un impact sur le report,
on regarde la période d'acquisition. Et dans les faits, lorsque la maladie ne couvre pas toute la période d'acquisition, le point de départ de ce délai de 15 mois court à compter de la remise d'une information par l'employeur au salarié sur ses droits, alors que lorsque la période d'arrêt maladie couvre l'intégralité de la période d'acquisition, et c'est notamment le cas pour, ça vise à couvrir les arrêts de très longue durée, dans ce cas-là, le report commence à courir automatiquement au terme de la période d'acquisition. Donc, c'est-à-dire que pour une période, lorsque la période est du 31 mai au 31 lorsque la période est du 1er juin au 31 mai, euh, le délai de report commence à courir au 31 mai et il va durer 15 mois, donc soit jusqu'au 31 août de l'année N+2. Lorsqu'on est sur l'année civile, c'est du 31 décembre de l'année N jusqu'au 31 mars de l'année N+2. Là, on touche à un des points les plus compliqués et vous allez le voir, on a fait plusieurs cas pratiques qui vont venir expliquer un peu ce qu'Antonin vient de dire de manière concrète avec des calendriers pour que ce soit assez visuel. Il y a un élément qui est hyper important à intégrer ici, c'est cette fameuse notion d'information du collaborateur. Il y a deux choses à avoir en tête. La première, c'est que si c'est évident que le collaborateur n'a pas pu prendre ses congés parce qu'il est en arrêt maladie, on fait une information à la fin à l'issue de son arrêt maladie, par exemple, et il n'y a pas de problématique. Là où c'est un peu plus complexe, c'est sur ce que j'évoquais tout à l'heure, ces fameux petits arrêts. Je vois qu'il y a une question d'ailleurs dans le chat. C'est sur ces fameux petits arrêts, sur le fait que j'ai pas été empêché de prendre mes congés payés parce que j'ai été absent 15 jours, mais mis bout à bout, en fait, sur tout au long de l'année, peut-être qu'en plus j'ai été absent sur des périodes d'été, par exemple, et ben là, en fait, à la fin de l'année, j'ai été tellement arrêté sur des périodes stratégiques que je ne peux pas, que je n'ai pas pu prendre tous mes congés. Pour se prémunir de ça, parce qu'en fait, encore une fois, comme l'a dit Antonin, le délai de report, il commence à courir à partir du moment où vous avez informé le collaborateur. Nous, ce qu'on imagine, c'est de faire des informations peut-être plutôt périodiques. Pourquoi? D'abord parce qu'en fait, faire une information aux collaborateurs pour les entreprises qui ne sont pas outillées d'un point de vue système de paye, système de gestion des congés, ou avec une équipe paye et RH suffisamment nombreuse pour gérer ça derrière, ça peut être absolument ingérable et très compliqué à mettre en place et devenir une usine à gaz. Surtout quand c'est des petits arrêts. On ne va pas envoyer une information quand on est arrêté 4 jours, ça va devenir très très compliqué au quotidien. Cette information, elle peut se faire plutôt par tout moyen, donc soit au moyen du bulletin de paye, soit via l'outil de pose des CP, soit via un coffre-fort éventuellement électronique qui peut être à disposition, soit via un courrier qui est remis au collaborateur. En tout cas, nous, ce qu'on imagine, c'est plutôt de le faire de manière périodique, c'est-à-dire en fin de période de prise des congés, excusez-moi, pour que les collaborateurs, en tout cas qui étaient en arrêt maladie, puissent savoir ce qui va être reporté. Et puis pour ceux qui auraient été en arrêt maladie tout au long de l'année, si à un moment donné ils viennent dire j'ai pas pu les poser, vous aurez en tout cas donné cette information, certes avec un peu de retard par rapport à la date de l'arrêt maladie, mais au moins vous l'aurez donné et ça bordera ce sujet. Donc en fin de période de prise. Et à mon sens, il y a un enjeu crucial, Antonin en parlait tout à l'heure, sur les congés d'été, à la fin du mois d'octobre, éventuellement de pouvoir également faire une information. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va être en arrêt maladie, typiquement tout le mois d'août, qui avait prévu de poser 4 semaines sur son mois d'août, là, ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact conséquent, parce que s'il est sur une période de janvier à décembre, il va avoir l'obligation de poser, en tout cas, est-ce que, en tout cas, entre septembre, octobre, novembre et décembre, il aura la possibilité de poser 4 semaines? C'est absolument pas certain. Donc là, il faudra le faire. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que sur cette période et ce sujet du report des congés, c'est systématiquement de fonctionner de manière chronologique. On fait toujours poser les congés les plus anciens, en règle générale, pour un peu les écluser. Donc c'est de fonctionner de la même manière en disant, même s'il y a du report, on fait quand même poser cela en premier pour se permettre d'essayer d'évacuer au maximum le nombre de jours de congés. Puis il y a d'autres solutions et je vais laisser Antonin vous les présenter. Oui, effectivement, un salarié qui reviendrait d'arrêt assez longue durée, qui aurait capitalisé sur un nombre assez important de congés payés, peut se poser l'intérêt de les monétiser, tout simplement parce que des congés payés monétisés, c'est des congés payés qu'on n'a pas à gérer. Donc ça présente déjà un premier aspect
plutôt pratique. Et le deuxième point, c'est que donc pour la monétisation, il peut y avoir, elle n'existe pas en tant que telle, c'est-à-dire que je ne peux pas, moi, salarié, demander une indemnité compensatrice de congés payés. En revanche, si mon employeur a mis en place un compte épargne-temps, je peux donc mettre des congés payés que j'aurais acquis au titre d'une ancienne période et que j'aurais pas le temps de prendre cette année donc sur ce CET. Et ça, je pourrais les utiliser à un moment où j'en aurais plus besoin, où l'activité de l'entreprise le permettra, etc. Et le deuxième, pour la monétisation, il faut également envisager les plans d'épargne pour la retraite collective, les plans d'épargne, donc le PERCO et le PERECOL. Et cette monétisation, elle présentera un avantage parce qu'elle sera pour le salarié exonéré d'impôts et en partie exonéré de cotisations sociales. Et pour l'employeur, c'est le deuxième aspect, c'est également une potentielle exonération de cotisations patronales. Donc on peut se retrouver avec une espèce d'optimisation de la valeur des congés payés. Et le second aspect qui est plutôt, un aspect de solidarité, dans l'entreprise, c'est qu'effectivement, on le sait, des mécanismes de dons de jours peuvent exister et sont prévus par la loi. C'est notamment le cas pour les parents qui ont un enfant de moins de 20 ans qui est atteint d'une maladie et cetera. Et dans ce cas-là, bah, effectivement, l'employeur peut avoir un rôle, de faciliter par exemple, il faut l'imaginer bien sûr, mais une espèce de banque, qui pourrait être mise en commun pour les salariés, qui en auraient besoin aujourd'hui ou demain, pour, voilà, permettre que les congés payés, aient aussi, une utilité, pour tous et pour toute la collectivité de salariés. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de passer sur, quelques aspects, enfin sur des illustrations, hein. Ça vous permettra, vous, de mieux comprendre notre propos. Le premier, c'est ce qu'on se disait en introduction, c'est-à-dire qu'une maladie, de manière générale, on le voit à travers ce schéma, elle va impacter à la fois l'acquisition, c'est-à-dire que pendant que je suis en arrêt, j'acquiers des congés payés, mais elle va également, impacter la prise des congés payés parce que puisque je suis en arrêt maladie, je ne peux pas prendre mes congés payés que j'ai acquis au titre de l'année d'avant. Hem, le cas numéro 1 qu'on a imaginé, donc c'est les arrêts maladie sans impact sur la prise de congé. C'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. C'est typiquement, donc on est sur une période de janvier à décembre sur la période d'acquisition, également sur la période de prise qui sont simultanées. On a, par exemple, dans le cas qui est précisé ici, ou un collaborateur, une collaboratrice qui est en arrêt maladie sur le mois de juillet jusqu'à mi-août. On voit que ça impacte évidemment sa période d'acquisition. Donc là, il va acquérir des congés payés entre guillemets maladie. Et théoriquement, il a encore une période de prise jusqu'à la fin de l'année pour laquelle il va pouvoir reporter sa prise de CP. C'est exactement le cas que j'évoquais. Nous, ce qu'on préconise, c'est pas forcément de faire une information au retour de CCP, sauf à ce qu'il ait eu 6 semaines à poser pile poil sur les 6 semaines d'arrêt. Là, il y aurait un enjeu. Mais en l'occurrence, c'est pas de le faire immédiatement parce qu'il a encore la possibilité potentiellement de prendre des congés sur les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Euh, on invite quand même les employeurs à faire cette information collective en fin de période pour couvrir, ce potentiel cas de report. Et je reprends mon exemple, un collaborateur donc là qui est en arrêt 1 mois et demi. Si par exemple l'entreprise dans laquelle c'est une entreprise, je sais pas, du retail et qui dit voilà, nous, notre enjeu business, il est sur la fin de l'année, de mi-novembre à fin décembre. Donc nous, ce qui est acté depuis des années dans l'entreprise, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de prendre des congés entre mi-novembre et fin décembre. Là, pour le coup, si le collaborateur avait prévu de prendre 3 semaines sur le mois d'août, il risque d'y avoir un petit sujet sur la pause des congés, sauf à ce que l'employeur soit OK pour qu'il prenne une semaine en octobre, septembre, octobre, novembre. Mais c'est pas garanti. Donc là, le collaborateur, à la fin, pourrait dire, bah voilà, il me reste 5 jours, mais j'ai pas pu les prendre du fait de ma maladie. Et de faire cette information collective va permettre de faire décompter le délai de 15 mois, non pas à la fin de son arrêt, c'est-à-dire mi-août, mais à la fin de l'année en décembre. Donc ça va décaler un peu ce report de 15 mois. On va potentiellement perdre du temps. En revanche, comme ce sera du collectif, ça évitera de rentrer, si on a un certain nombre de collaborateurs, dans du détail systématique pour les uns et pour les autres, qui serait un peu chronophage et difficile à gérer, je pense, pour les équipes paye et RH.
Et pour compléter ce que dit Martial, sur ces arrêts, on y a réfléchi, à partir de quand je fais une information individuelle? Enfin, quelle est la durée de maladie? Comment estimer si mon arrêt est suffisamment important pour, que je fasse une information? Nous, de manière, assez arbitraire, mais pas totalement, on s'est dit que, les arrêts conséquents, c'est les arrêts qui peuvent vraiment impacter, la prise des congés payés. En général, c'est les arrêts qui durent au moins 2 mois. Et on s'est dit que, en fait, le réflexe d'avoir, une information individuelle à partir des arrêts d'une durée d'au moins 2 mois, ça permet d'un point de vue administratif d'avoir, le même réflexe que celui que vous aviez parce que vous deviez organiser une visite de reprise. Et ben, pour tout arrêt de 2 mois, non seulement vous devrez mettre en place, la visite de reprise pour le salarié, mais en plus, vous devriez mettre en place une information individuelle faisant courir le délai de 15 mois. Concernant, un second cas, ce qu'on a imaginé et c'est un autre, cas que j'avais commencé à envisager, c'est-à-dire qu'effectivement, on le voit ici, la maladie empêche le salarié de prendre ses congés parce qu'elle intervient à la fin de période de prise de ses congés. Dans ce cas-là, dans notre exemple, notre arrêt dépasse 2 mois, choix arbitraire, mais qui peut être pratique. Dans ce cas-là, je fais une information individuelle et c'est à compter de cette information individuelle de mon salarié que le salarié bénéficie d'un droit de son délai de report. Donc, ici, ça va courir de, mars jusqu'à 15 mois plus tard. Alors là, on rentre dans un cas, accrochez-vous bien, qui est un peu plus technique et qui touche vraiment un peu à la bizarrerie de ce qui va être mis en place. On le voit ici, on a un collaborateur ou une collaboratrice qui est en arrêt depuis la mi-septembre 2023 et dont l'arrêt, on imagine qu'il se termine à la fin du mois d'avril 2025. Il y a plusieurs choses. D'abord, son arrêt sur l'année 2023, il va avoir un impact sur sa période de prise des CP de l'année précédente, donc de 2022, et il va avoir un impact sur sa période d'acquisition des CP de 2023, puisque sur la fin de l'année, on va avoir le terme n'est pas du tout intégré comme ça, mais des CP maladie, entre guillemets, qui vont cumuler un petit peu moins de jours de CP. Ensuite, il va être absent sur toute l'année 2024, donc sur la période de prise des CP 2023, il ne va pas pouvoir les prendre. Et toute l'acquisition des CP 2024 va se faire en CP maladie. Et enfin, quand il va revenir, il va y avoir les cas de report qui vont se poser. Le premier point, et c'est une des premières bizarreries, c'est sur les CP qu'il va acquérir sur l'année 2024. Comme on va considérer qu'il les a acquis sur toute l'année, il va y avoir, et c'est ce que disait Antonin tout à l'heure, une information qui n'est pas nécessaire, c'est-à-dire une automatisation du report à la date de démarrage de période de prise, c'est-à-dire au 1er janvier 2025. Là, on se parle de la ligne jaune puis de la ligne rouge qui est en bas. C'est-à-dire que vous aurez le report des CP de l'année 2024 qui va commencer à courir à partir du 1er janvier 2025 pour 15 mois. La vraie bizarrerie, c'est que pour les CP typiquement de 2022 qui n'auraient pas pu être pris s'il n'y a pas eu la possibilité à la fin de l'année, et les CP de l'année 2023, le report, lui, va commencer à la date la date d'information de l'employeur qui va se constituer au moment de la fin de l'arrêt du collaborateur. Concrètement, ça veut dire que là, par exemple, si on fait l'information début mai, par exemple, l'arrêt se termine fin avril et on informe début mai, le report des congés va démarrer à partir du 1er mai pour les CP, les anciens 2022, les quelques-uns qui resteront, et tous les CP 2023, là où les 2024 auront potentiellement 4 mois de moins de report. Donc ça, c'est une vraie bizarrerie. Il va falloir pouvoir le gérer, l'expliquer. C'est pas hyper évident. Pour essayer de simplifier les choses, nous, ce qu'on va préconiser là-dessus, et encore une fois, c'est le principe de pose des CP les plus anciens, c'est ce qu'il y a de plus logique. On a quand même des contentieux qui vont certainement arriver, c'est quand même un sujet nouveau, donc peut-être qu'à un moment donné, si on pose d'abord les CP les plus anciens qui ont potentiellement
le délai de report le plus important, puis ensuite qu'on n'a pas la possibilité de prendre les CP les plus récents parce qu'on a eu un trop gros volume, ça pourra poser des problèmes. Néanmoins, on essaye de se dire qu'il faut mettre de la logique là-dedans et écluser un maximum les CP les plus anciens. Euh, Clairement, là, c'est un cas qui est complexe et il faut se poser avec, je pense, chaque cas concret dans les entreprises en disant, OK, au regard de ce schéma, dans quelle situation je me trouve et à combien de CP j'en suis pour que les choses soient extrêmement claires et facilement calculables. Euh, Excuse-moi, Antonin. Effectivement, pas de souci. Effectivement, donc vous l'avez compris, maintenant, ce qu'il faut, c'est que là où avant on réfléchissait, j'ai acquis des congés payés, donc j'avais mon solde de congés payés sur mon bulletin de paye et j'avais mes congés payés qui étaient en cours d'acquisition. Maintenant, il faut réfléchir vraiment par période d'acquisition et par période de prise. Si on a enfin, et c'est le quatrième cas qu'on avait imaginé, un arrêt longue durée, potentiellement, cela peut aboutir, un arrêt même très longue durée, ça peut aboutir à ce que le salarié perde ses congés payés qu'il avait acquis pendant sa période de maladie. C'est-à-dire que ici, parce que le salarié n'était toujours pas revenu à l'expiration de son délai de report de 15 mois pour ses congés acquis en 2024, il les a perdus et dans ce cas-là, il ne bénéficiera pas de ses congés à son retour dans l'entreprise. En revanche, il pourra toujours bénéficier de ses congés qu'il avait acquis auparavant si le délai de report n'avait pas commencé à courir. Et enfin, donc sur le troisième aspect, celui de la rétroactivité, donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, vous l'avez sans doute vu, les lois, enfin la loi du 22 avril 2024, s'applique de manière rétroactive, à compter du 1er décembre 2009. Pourquoi? C'est tout simplement parce que le traité de Lisbonne qui affirme la supériorité, du droit de l'Union européenne sur le droit national a commencé à s'appliquer à compter de cette date. Et vu qu'on est dans une loi d'adaptation au droit de l'Union européenne, c'est la raison pour laquelle il n'était pas possible d'échapper, à la rétroactivité. On l'a placé sur le terrain de, l'aspect financier. Ça s'explique parce que en réalité, ça va se passer comme ça. C'est-à-dire qu'il est peu probable qu'un salarié qui était absent, qui aurait des anciens congés, qu'il aurait acquis, au titre d'une ancienne période, en sollicite juste qu'il s'ajoute à son décompte. En général, ici, on va parler de gros sous, on va réclamer une indemnité de congés payés. Et dans les faits, ce qu'a fait le législateur, c'est qu'il a quand même plutôt, voulu limiter, l'impact, financier pour les entreprises et pour ce faire, dans les faits, il a mis 4 conditions. Tout d'abord, cette rétroactivité, elle s'applique, au moins théoriquement, sauf, si la jurisprudence nous dit le contraire, c'est qu'elle s'applique pour les salariés qui sont en poste. Pour les salariés qui sont partis, on applique non pas enfin, la rétroactivité se limite aux règles de prescription. C'est-à-dire que, pour que le salarié puisse agir et réclamer des droits anciens, encore faut-il qu'il ne soit pas prescrit. Deuxième limite, c'est un délai de forclusion qui a été mis en place. C'est-à-dire que, la forclusion, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que le salarié a un droit d'agir pour réclamer ses congés, de 2 ans, donc ici jusqu'au 24 avril 2026, pour réclamer, les congés payés qu'il aurait acquis au titre d'ancienne période. S'il ne le fait pas, il ne pourra plus le faire, il aura perdu son droit d'agir. Troisième limite à la rétroactivité, c'est que, en tant que telle, en l'état des textes, elle ne concerne que la maladie ordinaire. Je m'explique. Si j'ai été en période de maladie pendant un certain temps par le passé, je peux acquérir des congés par l'application des nouvelles règles et de la rétroactivité. Avant, pour les arrêts d'origine professionnelle, donc accident de travail, maladie professionnelle et accident de trajet, je pouvais acquérir des congés pendant 1 an. Au-delà, je n'en avais pas. Eh ben, dans le passé, la rétroactivité n'a pas été prévue pour l'extension, de ces périodes, l'assimilation de ces périodes pour l'acquisition de congés payés. C'est-à-dire qu'un salarié qui, dans le passé, aurait été en arrêt pour AT-MP ne pourra pas réclamer, les congés qu'il n'a pas acquis pendant, au-delà d'1 an d'absence.
Donc c'est une bizarrerie. Ça n'empêchera pas d'avoir du contentieux sur le sujet, mais en tout cas, textuellement, la rétroactivité ne concerne que les arrêts maladie ordinaires. Et enfin, dernière limitation des droits, c'est le fait que, dès lors que le salarié a acquis 4 semaines de congés payés dans le passé, il ne peut réclamer de droits supplémentaires. Donc factuellement, si le salarié a été absent, moins de 2 mois dans le passé, il ne va pas pouvoir vous réclamer, de rappel de congés payés, au titre de la rétroactivité. Et enfin, dernier point, c'est-à-dire que la rétroactivité, elle concerne également le délai de report de 15 mois qui démarre automatiquement. Donc, si jamais, vous avez un salarié qui a été absent pendant, 4 ans, 3, 4, 5 ans dans le passé, il n'arrive pas avec 5 ans de stock de congés payés à vous réclamer. En fait, par, l'effet du délai de report automatique qui démarre, lorsque le salarié a été absent sur toute la période d'acquisition, il aura perdu au moins, les congés payés qui se retrouvaient, au milieu, et qui sont anciens. En revanche, et dernier point, c'est qu'il faut constater que pour les contentieux qui sont en cours, pour lesquels le salarié, a déjà agi parce que, le salarié qui est déjà parti et qui a agi, la jurisprudence semble être plutôt tolérante pour considérer que c'est une demande nouvelle qui, même si elle n'avait pas fait l'objet d'une première, demande du salarié dans le cadre de son action prud'homale. La jurisprudence, accepte même des cours d'appel que le salarié puisse, formuler une demande de rappel de congés payés, supplémentaire. On vous a mis ensuite dans la slide suivante, juste un petit schéma, la rétroactivité. Donc pour les salariés qui sont en poste, ils ont jusqu'au 24 juin 2026 pour réclamer possiblement des droits, qui remontent jusqu'au 1er décembre 2029. Pour les salariés qui partent, que ce soit avant ou après, ils ont l'application d'un délai de prescription de 3 ans avec un léger doute, mais à mon sens, il y a pas de c'est peu probable qu'ils puissent remonter au-delà. Ça semble ce sera à la Cour de cassation de se prononcer sur le sujet, mais en l'état, il y a pas ça n'a pas vocation à s'appliquer. Alors, on a abordé beaucoup de thèmes, ça a été assez, condensé, concentré et donc peut-être que vous pourrez regarder un peu nos interventions, de manière un peu plus, lente et découpée par cas pratique. Mais l'idée, si on doit retenir quelques éléments de ce qu'on a dit, et je pense que vous l'avez bien compris pour ceux qui ont des sujets, très, pratiques en interne sur, des cas qu'ils imaginent ou des cas qu'ils ont déjà, c'est que ça va se regarder pour certains sujets au cas par cas, en fonction de vos modes de fonctionnement. Est-ce qu'on est de janvier à décembre? Est-ce qu'on est de mai à juin? Quelles étaient nos pratiques anciennes? Est-ce qu'on a un CET? Est-ce qu'on n'en a pas? Quelles sont nos règles de pause de congés payés? Quelles sont les pratiques internes? Enfin, clairement, il y a un point à regarder par les équipes RH là-dessus pour essayer de se positionner par rapport aux règles un peu macro que nous qu'on a rappelées. Euh, ce que j'évoque, c'est que ça révolutionne pas le principe des congés, ça en rajoute, mais sur le fond, ça le révolutionne pas. Ça rallonge le délai, mais c'est l'occasion de poser de nouvelles règles en matière de congés, peut-être parfois un petit peu plus strictes sur le respect de la pause, sur le respect des délais, sur quand on n'est pas en arrêt maladie, dire qu'on a bien toute l'année et on n'a pas d'exceptions qui peuvent se générer, peut-être de limiter certaines périodes où on disait qu'on ne pouvait pas prendre de congés, bah, d'essayer de mettre un peu de souplesse aussi dans l'année pour essayer de limiter les effets de bord avec des arrêts maladie. En tout cas, ça va être l'occasion de réfléchir à ces sujets-là, parce que bah, maintenant qu'il y a un impact, il faut quand même le prendre en considération. Clairement, ce sont les arrêts les plus longs qui vont avoir de l'impact. Je pense que vous l'avez très bien vu et vous l'aviez déjà en tête en vous inscrivant à ce webinaire. Donc c'est là qu'il va falloir aller creuser, ceux qui vont avoir un impact financier. Les arrêts les plus courts, il faut faire attention. Il faut arriver à bien les gérer et peut-être à sensibiliser les managers sur le fait que bah, il y a une période de prise de CP qui va être à aménager par la suite pour quelqu'un qui aurait été absent 1 mois et demi sur une période, comme je le disais tout à l'heure, par exemple d'été. Mais en tout cas, les arrêts les plus courts, ils peuvent se piloter. Les arrêts les plus longs, il va falloir être vraiment vigilant. Et enfin, et là c'est un sujet clé là-dessus, c'est un sujet qu'on aborde aujourd'hui, mais qui commence à être
relativement connu, qui commence à faire un peu des émules auprès des collaborateurs, auprès de certaines organisations syndicales. Peut-être que vous avez déjà eu des remontées. En tout cas, ce qui est acquis, c'est bon, bah, j'ai des congés payés quand je suis en arrêt maladie. C'est pas complètement vrai, il y a quelques nuances à apporter là-dedans, il faut pouvoir l'expliquer auprès des collaborateurs, il faut pouvoir donner le sens là-dessus et pouvoir anticiper et se saisir du sujet, puisque de toute façon, vous allez dorénavant sur tout un tas les sites gouvernementaux sont très bien faits, sur le site du service public, c'est hyper bien expliqué. Donc voilà, les collaborateurs ont aucun mal à trouver cette information, donc il ne faut pas faire comme si elle n'existait pas. Donc il faut l'advancer, préparer des mécanismes, préparer des réponses, même financières, en disant bah voilà, nous, on va avoir des difficultés pour telle ou telle raison. En tout cas, il faut vraiment se saisir du sujet parce que je pense que de le mettre sous le tapis serait vraiment une grosse erreur. Et pour compléter juste ce que dit Martial, effectivement, certaines organisations syndicales s'en emparent tellement qu'on a déjà eu une décision du tribunal judiciaire de Nanterre qui a reconnu qu'une organisation syndicale était fondée, était recevable en tout cas, à agir pour toute la collectivité de salariés au nom de la défense de l'intérêt général, de l'intérêt collectif de la profession. Donc elles peuvent réclamer théoriquement, on attend quand même une confirmation de la cour d'appel, sur le fait de réclamer pour la communauté de salariés leurs droits en application des nouvelles règles. Donc ça mérite effectivement encore une fois d'être affiné, mais ça rejoint l'enjeu financier et les potentielles provisions qu'il va falloir avoir sur ces sujets-là. On arrive au terme de notre présentation qui a été un peu tambour battant, mais c'était aussi pour vous laisser la possibilité de poser des questions. Je vois qu'il y en a pas mal dans le fil, on va essayer de les prendre dans l'ordre. Merci en tout cas pour votre attention. On va basculer directement sur les questions. Alors, j'arrive pas à tout voir. Oui, alors les questions, effectivement, on en a eu plusieurs. Merci beaucoup. Si on les prend dans l'ordre, je dirais que la première, elle serait pour toi, Martial. Est-ce qu'une multitude de petits arrêts peuvent entraîner un report des congés payés? Alors, j'ai un petit peu répondu quand j'ai présenté notamment le cas numéro 2, si je dis plus de bêtises. Sur le principe, non, puisqu'en fait, c'est une multitude tout au long de l'année. Théoriquement, on est censé pouvoir faire prendre les congés au fil de l'eau et par la suite en ayant de la vigilance là-dessus. Mais vigilance quand même si c'est vraiment s'il y a vraiment énormément de petits arrêts et surtout sur des périodes dites habituelles de pause de CP. C'est là où il va falloir avoir de la vigilance. Donc en théorie non. Par contre, à regarder quand même en pratique avec un cas concret en disant est-ce que là par contre il n'y a pas un risque? Ouais. Et pour compléter ce que dit Martial, le point à ne pas oublier et sans doute sur lequel il faut sensibiliser toutes les personnes qui ont le pouvoir d'accorder les congés payés, c'est que la prise des congés payés est de la responsabilité de l'employeur. Donc, certes, des petits arrêts en tant que tels ne peuvent ne pas empêcher de prendre des congés payés, mais l'employeur, dans les faits, le peut. Donc, si jamais on ne permet pas la prise des congés payés, théoriquement, soit on est sur le salarié pourrait réclamer un report, soit il pourrait réclamer également une indemnité pour compenser les congés qu'il aurait perdus du fait de l'inaction de son employeur. Et d'ailleurs, c'est très en lien avec la question suivante. Je vois. Est-ce que je peux imposer ces congés à un salarié qui revient après un long arrêt? Alors, Antonin, juste sur le point juridique, Ouais. je vais peut-être te laisser répondre. Même Alors, s'il y a une règle. sur la considération purement juridique, non. Enfin, en tout cas, il doit respecter au moins un délai de prévenance d'un mois. Donc, non. Après, sans doute que Martial, avec son regard RH, a une vision légèrement différente. Bah, disons que je pense qu'il peut y avoir une discussion. Je pense que ça va être intéressant, en tout cas, avec le collaborateur, de pouvoir évoquer ce sujet-là et de se dire bon bah voilà comment on organise les choses pour que tu puisses prendre tes congés de manière intelligente. S'il y a des jours, voilà, ou des semaines qu'il va falloir avancer. Je pense que c'est clairement l'objet d'une discussion individuelle qui peut être faite. Il y a aussi une possibilité et c'est à voir dans quel cadre se fait le retour du collaborateur. Un long arrêt, en général, on reprend pas
toujours à temps plein. Il peut y avoir un temps partiel thérapeutique ou autre. Donc peut-être qu'il peut y avoir l'option de réfléchir aussi avec le collaborateur, de pouvoir avoir un temps partiel compensé à 100% par une journée éventuellement de CP. Enfin, faut voir comment les choses peuvent se mettre en place aussi pour qu'il n'y ait pas de perte de salaire, mais qu'on puisse aussi un peu écluser les CP. Pour avoir un peu réfléchi avec certains collaborateurs quand il y a ces sujets qui se présentent, honnêtement, les gens sont plutôt enclins à essayer de trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous en train de se dire je veux absolument garder mes CP et l'employeur va me les devoir. Il y a aussi une réflexion avec les collaborateurs et la grande majorité sont de bonne volonté sur ce sujet-là. Donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir une discussion très posée en fait avec le salarié sur les conditions de retour. Ensuite, je vois une question de Mathilde. Donc, en cas de longue période d'arrêt maladie, le salarié peut perdre toute une période d'acquisition. Oui, exactement. Donc ça, c'est un des mécanismes un peu garde-fou, voilà, pour pas accumuler des congés sur des années et des années. Donc non, ça c'est une possibilité, à condition effectivement d'être bien sur la totalité de la période. Mais oui, il y a la possibilité et d'être à l'expiration du délai de 15 mois de report, mais il y a la possibilité de perdre la totalité des jours acquis. Ouais. Ensuite, on a une question de... Pardon, Virginie. Oui, effectivement, il y a 2 questions sur la rétroactivité, qui se rejoignent probablement. Applique-t-on la rétroactivité pour les arrêts maladie intervenus en 2023-2024, mais avant l'application de la loi? Alors, si je traduis ça, c'est-à-dire qu'effectivement, donc la loi est entrée en vigueur à compter du 24 avril 2024. Et c'est une question qui se pose, mais sur laquelle on n'a pas encore eu vraiment de réponse, c'est: est-ce que je considère que tous mes arrêts antérieurs au 22 avril, donc par exemple, si je prends sur l'année civile, mes arrêts du 1er janvier au 22 avril, est-ce que j'applique les nouvelles règles au titre c'est-à-dire que ça s'applique pour la période d'acquisition? Dans ce cas-là, ça veut dire que si j'étais absent 1 mois, par exemple tout le mois de janvier, je peux acquérir 2 jours de congés payés au titre de cette période. Ou deuxième possibilité, ce serait de se dire, bah, si c'est avant le 22 avril, avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril, on est dans de la rétroactivité. Donc, dans ce cas-là, j'ai une limite à cette règle, c'est, je peux bénéficier, de la rétroactivité sous réserve de ne pas avoir acquis sur l'intégralité de mon année, mes 4 semaines de congés payés. Et dans ce cas-là, c'est pas exactement la même histoire parce que si j'ai été absent qu'un mois, par exemple en janvier, je pourrais pas réclamer, une indemnité de congés payés, au titre de cette période d'absence. Donc là-dessus, on n'a pas vraiment de réponse. En tant que tel, c'est sans doute un point à trancher en entreprise parce que ce que disait Martial, et je pense que c'est un point important, c'est que finalement les congés payés, même si on est sur des règles d'ordre public, qui sont pas forcément sur lesquelles on n'a pas forcément la main, tout dépend beaucoup de la pratique et ce sujet, va dépendre en fait finalement d'une position à prendre et elle pourra être contestée, mais en tant que telle, je pense qu'il faut l'anticiper. Ensuite, il y avait une question. Alors, peut-être qu'effectivement, on n'a pas insisté suffisamment sur ce point, sur les accidents de trajet, les AT, maladies pro. En fait, ce qui était acquis, c'est qu'auparavant, pour tout ce qui était accident de trajet, maladie pro et accident de travail, il y avait déjà, il y avait déjà un principe où on acquiert des congés durant cette période-là, mais pendant une année. Là, ce qui vient changer aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est étendu, c'est-à-dire que ce n'est plus seulement pendant une année, mais c'est pour la totalité de la durée, dans les mêmes conditions. Il y a aussi une question sur: peut-on changer la période de prise de CP et passer au 31 décembre si on le souhaite? Alors, si jamais vous appliquiez, la période alors ça dépend La de quoi on période, c'est parle. que vous appliquez, ouais, je pense que c'est parce qu'on appliquait la période légale et c'est comment on passe de janvier à décembre. Je pense que ça doit être ça. Je sais pas si la personne qui a posé peut être préciser. Je vois que c'est Céline. En tout cas, c'est l'occasion de faire juste un petit détail, c'est que si jamais avant vous appliquiez, de mai à juin, enfin de juin
ouais, de mai à juin, vos congés payés et que vous les passez sur, l'année civile, attention parce que, on est un peu, sur un jeu d'équilibriste parce que, on se retrouve avec, enfin, en tout cas la règle, c'est que le salarié, du fait de ce changement, ne doit pas perdre ses congés. Donc il va falloir que vous ayez quand même, je pense, une année un peu au moins une année de transition Mmh. où vous allez faire passer, pour que les salariés, en fait, aient non pas, 12 mois pour prendre leurs congés, mais là, on sera plutôt, sur, 12 + 6, sur 18 mois pour prendre leurs congés. Donc ça, plus l'ajout des règles de report et cetera, il faudra, je pense, bien calculer son coût pour que, les salariés à la fois ce soit compréhensible pour les salariés, et en plus que, ils ne perdent pas de droit d'indemnité de congés payés sur cette période. Mais oui, vous avez la possibilité de changer la période. Ça, évidemment, ça s'anticipe, ça prend un certain temps, mais oui, oui, vous avez la possibilité de le faire. Et petite dernière précision, ça se fait par accord, Ouais, collectif. voilà. Alors, on aura traité quasiment toutes les questions. Il en reste 2. Cela avait été évoqué sur le fond. Était-il possible pour le gouvernement de contrer l'application de cette loi européenne? Alors non, sauf à changer complètement de paradigme parce que, effectivement, les règles sont celles que, enfin, en tout cas, en étant, membre de l'Union européenne, c'est le droit de l'Union européenne qui s'applique prioritairement, au droit français sur ce point. Et en fait, c'est d'ailleurs, ce qui s'est passé, si on revient à la genèse, c'est-à-dire qu'en septembre 2023, la Cour de cassation a dit: «Dans la mesure où le droit français n'est pas, adapté, enfin, n'est pas conforme au droit, de l'Union européenne, j'applique prioritairement le droit de l'Union européenne et j'acquiers des congés payés». Et la difficulté de ça, c'est que, on se retrouvait avec, enfin, lorsqu'il y a eu ces arrêts en septembre dernier, grande incertitude, combien on peut réclamer, comment, et cetera. Et le but de cette loi, en fait, finalement, ça a été de rationaliser. On le voit par rapport à la rétroactivité. On a une rétroactivité qui, dans les faits, est assez, elle limite beaucoup les incertitudes pour les entreprises. Et donc, l'intérêt ici, ça a justement été voilà, d'apporter, certes, d'appliquer le droit de l'Union européenne. De toute façon, on ne pouvait pas y échapper, mais en essayant voilà, de sécuriser, autant que faire se peut, les employeurs. Donc, je vous propose qu'on prenne la dernière question qui est: doit-on d'office reprendre les arrêts de toutes les personnes concernées en poste ou attendons-nous qu'elles nous sollicitent? Alors ça, c'est une question à laquelle vous allez certainement être, pas mal confrontés, surtout si, l'information sur, l'acquisition des CP, circule beaucoup et je pense que ce sera le cas. Je pense qu'il y a un sujet il y a un sujet financier et un sujet assez rapide qui doit être mené par les équipes RH et finances de chaque entreprise et je vois que ça a été le cas dans le Q&R, je regardais un peu, il y avait un sujet de: «Est-ce que ça a été chiffré?» Je pense que ça doit se regarder, pour regarder comment vous pouvez le faire et un peu ce que ça peut donner. En parallèle de ça, Antonin l'a évoqué, il y a aussi un sujet qui est en cours avec notamment des organisations syndicales qui, mettent sur la table la possibilité de faire une action collective pour remonter sur tous les différents arrêts. Donc à un moment donné, il va certainement falloir se saisir du sujet et se dire: «Bon, bah, la position de l'entreprise au vu des arrêts, au vu de notre situation et qu'on peut gérer, on prend en main et on remonte, voilà, jusqu'à telle date et on est capable de le faire et voilà ce qu'on met en place». Ça c'est une première possibilité. En revanche, vous éviterez jamais les actions individuelles, donc ça va être un peu difficile. Donc je pense que sur le sujet, il faut quand même clarifier pas mal sa position en interne avant d'évoquer le sujet avec les différents collaborateurs et voir aussi les marges de manœuvre que vous avez sur ces sujets. Si vous êtes hyper limite, que vous n'avez pas financièrement, toujours, la possibilité de le faire, bah, c'est d'avoir de la transparence là-dessus et pour l'instant d'être assez limité dans les actions ou pas forcément, proactif dans un premier temps. Mais c'est une réponse qui tiendra pas, d'un point de vue contentieux, hein, enfin ça c'est clair. Mais, d'un point de vue purement pratique, à certains moments donnés, voilà, si votre trésor vous le permet pas, vous aurez pas toujours la possibilité de le faire, quoi. Hem, Vas-y Virginie, je t'en prie.
Je voulais vous dire qu'il est 12h30, donc en soi, c'est l'heure de clôturer. Si j'ai pu vous laisser aller jusqu'au bout de ce que vous aviez à dire, Antonin et Martial, je propose qu'on clôture. Merci à tous les participants à ce webinaire. Je vous invite à suivre nos pages LinkedIn Majorel Avocat et Majorel RH pour justement être au courant des prochains événements. Vous allez recevoir un email avec justement le lien vers le replay et le lien aussi vers le prochain événement de Majorel RH pour les Nantais qui aura lieu au mois de septembre, le 19 septembre, et on parlera IA et travail. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée.